Bonjour, je suis Lorraine Ricard, responsable juridique au sein de Legal to Digital. Avec l'avènement du guichet unique, j'ai réalisé un certain nombre de formalités sur la plateforme de l'INPI. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon expérience en faisant des tests pratico-pratiques sur le guichet unique. Je vous propose aujourd'hui de commencer par la saisie d'une immatriculation de SAS. C'est parti! Afin de déposer notre formalité, nous allons évidemment rentrer sur notre compte guichet unique. Je pars du postulat que vous avez tous au préalable créé un compte auprès du guichet unique. Je suis dans mon compte et je vais commencer la création de ma société. Donc j'ai décidé de créer une SAS, je rentre sur ma saisie de la forme juridique. Là j'ai décidé qu'il y aurait plusieurs associés. Pardon, je fais une petite erreur. Voilà, ma société par action. Voilà, un petit doublon. Je déclare 2 fois que c'est une SAS. Je ne comprends pas pourquoi ces deux champs sont quasiment identiques, mais on fait ce que le guichet unique souhaite faire. Donc là, nous arrivons à la partie de la saisie. Pour l'instant, nous avons saisi la forme juridique. On vérifie rapidement les informations. Elles sont bonnes. J'indique le nom du brouillon. Moi, j'indique toujours le nom de la société que je souhaite immatriculer. Mais pour l'avenir, il faudra sans doute mettre des références comptables pour ceux qui ont un service comptable et qui font des formalités, les mandataires. Donc pour le moment, faites comme vous le souhaitez, mais bientôt, je pense que tout le monde indiquera des références comptables, des références dossiers de suivi. Donc voilà, j'ai rentré la dénomination, je rentre l'activité. J'ai choisi de tricher un petit peu sur l'activité. Donc j'ai intégré holding, 3 petits points, parce que normalement il faut détailler, prise de participation, etc. J'ai mis holding pour résumer, mais je ne mets jamais holding dans l'activité, enfin dans les activités en général. Donc là, durée de l'activité, 99 ans, je fais toujours au plus simple. De toute façon, à mon avis, c'est 99% des cas, ou peut-être un peu moins, mais voilà. Donc là, ma date de clôture, je pars sur un 31/12. Là, 2023, on peut mettre 2024 si on le souhaite. Ensuite, il me pose quelques petites questions, société de mission, capital variable, économie sociale, enfin bref. Je mets non. Le montant de mon capital social. Ensuite, nous devons indiquer la devise, mais bon, à mon sens, c'est toujours l'euro, je ne sais pas pourquoi il nous pose cette question. Indiquer si l'entreprise résulte d'une fusion ou d'une scission. Non, ce n'est pas notre cas. Domiciliation provisoire au domicile du représentant légal, non, car je souhaiterais que ce soit une domiciliation qui dure plus longtemps. Donc si je coche oui, on va me demander de transférer le siège social de la société dans 5 ans. Recours à une société de domiciliation, non. L'entreprise est créée sans activité, non. Ensuite, établissement principal est-il fixé à la même adresse que le siège? Là, en l'espèce, c'est le cas. Dans la plupart des cas d'ailleurs. Voilà, je valide. Ici, on me demande si j'ai un nom de domaine. Bon, ce n'est pas une mention obligatoire, mais je vais l'indiquer tout de même pour vous montrer. Voilà, il suffit de la saisir, d'ajouter, et voilà, là on peut la supprimer. Mais c'est pas cette notion-là n'est pas obligatoire, même si elle peut figurer sur votre extrait CABIS. Donc ensuite, je valide. Là, on me demande la date de mon attestation de parution de mon dossier de constitution. Donc le 9. Si je ne trouve pas mon journal dans la liste, je peux cliquer sur « Autre » et indiquer le nom du journal directement dans cette voie de saisie. Ensuite, bon, moi je sais où j'ai publié, donc voilà, je me dépêche. J'ai publié ici. L'adresse internet de la publication n'est pas une mention obligatoire, donc je continue. On me demande de saisir l'identité de mon représentant légal. Eux, ils l'appellent mandataire. De toute façon, c'est un mandataire social. Mais c'est vrai que nous, on a l'habitude de mettre représentant légal. Ça pourrait nous porter à confusion par rapport à la notion de mandataire. Parce que pour nous, quand on saisit un dossier pour
une autre société pour notre personne, on est mandataire. Mais là, il parle bien du représentant légal de la société pour laquelle nous effectuons la saisie. Donc là, je vais mettre personne physique. On va dire qu'elle est bénéficiaire, comme ça, elle sera pré-remplie. J'attire votre attention. Si le président de votre société est une personne morale, donc une présidente, dans la saisie du guichet unique, vous allez cliquer sur personne morale au lieu de personne physique. Automatiquement, le guichet unique va vous demander de saisir le représentant légal. Si vous regardez bien, il n'y a pas d'astérique rouge, donc ça peut porter à confusion. La règle est la suivante. Lorsque la personne morale est inscrite au RCS, vous n'avez pas besoin d'indiquer l'identité de votre représentant légal. Donc si vous le faites, malheureusement, le greffe va vous rejeter votre saisie et va vous dire, voilà, vous ne devez pas déclarer de représentant légal pour votre SAS. En fait, ce cadre est réservé aux sociétés non inscrites au RCS. Une association non inscrite, une société étrangère qui est inscrite dans un registre public étranger. Et là, vous êtes obligé de déclarer votre représentant légal de la société présidente, qui est une société personne morale, par exemple étrangère non inscrite au RCS. Vous serez obligé de mettre le nom, le prénom, l'adresse du domicile, etc. du représentant légal. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous conseille d'aller consulter le code de commerce à l'article R123-54, notamment le petit c. C'est très instructif et ça vous permet de comprendre ce que vous devez déclarer en termes de représentant légal au niveau de l'extrait cabis de la société. Donc là, nous, on était parti sur une personne physique, elle est bénéficiaire effectif. Donc voilà, nous avons rempli les informations. Lola. Si vous avez d'autres prénoms, vous les indiquez. Voilà, son genre, ben, c'est une femme. Le nom d'usage, si elle est mariée. La date de naissance, 23/06/1987. Son pays de naissance, vous tapez FR, il y a France qui apparaît. La commune de naissance, bon, voilà, on met un peu n'importe quoi, mais hop, Nice. La nationalité, FR, vous tombez sur française. Voilà. L'adresse de l'individu, le pays de l'individu, pardon. Il est là, France. Et là, on va commencer à saisir l'adresse. Alors, on va mettre 3 rue de Pondichéry. Ah bah elle est déjà, elle apparaît. Voilà. Si jamais l'adresse, vous n'arrivez pas à trouver l'adresse, ce petit message apparaît. Vous pouvez cliquer dessus et saisir directement l'adresse du président. Si jamais votre adresse comporte un CEDEX, le guichet unique ne reconnaît pas les CEDEX et considère qu'en fait ce n'est qu'une adresse postale. Donc du coup, c'est là que vous indiquez votre CEDEX. Imaginons que là, j'ai 75016 et que je veux y mettre 75116, et ben, je l'indiquerai ici comme complément de localisation. Voilà. Ou tout CEDEX, vous le saisissez ici, il sera pris en compte par le greffe. Ensuite, contact de l'individu. Mais sinon, ce n'est pas une mention légale obligatoire, même s'il y a un astérique rouge. Et je vous conseille de ne pas le mettre parce que en fait, ça risque de figurer au RNE. Donc n'indiquez pas pour l'instant cette mention, elle n'est pas obligatoire. Donc là, quand on valide notre saisie, on trouve bien président de SAS. On peut ajouter un autre représentant. On peut le supprimer si on s'est trompé et puis modifier, ou bien rentrer dans la fiche et modifier. Voilà. Ensuite, nous passons à l'étape suivante, qui est l'étape relative à l'établissement principal. Comme précédemment, j'ai indiqué que l'établissement principal coïncidait avec l'adresse du siège social. Je me retrouve avec le petit oui grisé. Donc là, le nom commercial, il y en a ou il n'y en a pas. Bon, je ne sais pas ce que je vais mettre. Légal, voilà, 2D. L'enseigne commerciale, bon, vu l'activité de ma société, j'en ai pas. Donc du coup, on me demande l'adresse du siège et de l'établissement principal. Donc du coup, elle était pré-saisie, donc j'en ai profité, je l'ai utilisée. On me demande s'il y a des salariés. Là, je sais qu'il n'y en a pas. Et là, enfin, nous allons passer à l'étape des activités.
Donc par rapport à mon établissement siège, on me demande de déclarer l'activité. Donc la date de début d'activité, le 9 juin. L'activité principale. De toutes les façons, on ne peut déterminer qu'une seule activité principale par société. Quand vous ajouterez une autre activité, elle sera forcément secondaire. Il faudra cliquer secondaire. De toutes les façons, la saisie sera bloquée si vous mettez deux activités principales. Activité non sédentaire, donc cochez oui si vous exercez une activité ambulante. Là, donc c'est non, je n'exerce pas d'activité ambulante. Activité dans le prolongement d'une activité agricole, non. Là, je remets holding, mais bon, il faudra bien saisir prise de participation, etc. Même certaines personnes saisissent holding toute seule, donc voilà. Donc là, moi je sais qu'une holding, il y a deux champs d'entrée pour la catégorisation. Je vais utiliser la plus courante, activité de sièges sociaux. Voilà. Le point important de la catégorisation, ce sont les deux informations que vous trouvez ici. On est bien en SAS, donc l'activité est commerciale par la forme, et le dossier sera bien traité par le greffe. C'est très important parce que si vous catégorisez mal et que vous retrouvez avec la CMA, votre dossier partira au greffe et à la CMA, ou bien il peut partir même qu'aux URSSAF, etc. Donc en fait, il faut bien vérifier que l'information sur le valideur soit la bonne. Après, si votre catégorisation n'est pas totalement correcte, mais qu'elle vous envoie bien au greffe, même si elle est approximative, le pire que vous risquez, c'est d'avoir un code APE un peu différent. Mais dans l'ensemble, voilà, on peut pas. Moi-même, en ayant fait des saisies, je me rends compte que je ne trouve pas toutes les catégorisations, ou certaines ne sont pas très logiques. Donc du coup, moi, je fais bien attention à ces informations. Et puis voilà, après, s'il faut, je change de code APE, même si ce n'est pas forcément aisé à l'heure actuelle avec l'INSEE. Mais voilà. J'attire votre attention sur la saisie de la catégorisation. Il y a une aide très utile que j'utilise également. C'est le petit chatbot, c'est un petit robot que vous trouverez en bas à droite et certaines fois en haut à droite. Et également, vous pouvez télécharger la fiche de catégorisation que vous trouverez sur le site de l'INPI et qui vous permet de faire des recherches de catégorisation. Vous tapez un mot-clé et ça vous le trouve. Donc vous avez ces deux solutions et puis après, l'habitude. Donc du coup, j'ai mis en mode création, mais vous avez toutes les autres origines du fonds, achat, apport, prise en location, gérance, etc. Moi, pour faire simple, j'ai choisi la création. Donc quand je remonte, j'ai la possibilité, vous voyez, soit d'aller modifier mon activité, soit de la supprimer, soit d'en ajouter une. Donc du coup, là, si vous cochez oui, de toutes les façons, à la fin de la saisie, il vous dira que c'est pas possible, une seule activité principale est possible. Donc là, vous cocherez non, vous indiquerez la date, c'est à la même date, 9 juin, et ensuite vous décrirez le reste de votre activité. Souvent c'est utile quand l'activité principale, même si quand l'activité principale est assez longue, il vous manque de la place, vous pouvez continuer votre activité principale même si vous mettez non, c'est une activité secondaire, c'est pas grave, vous la recatégorisez et en fait le greffe mettra cette deuxième activité à la suite de la première. Donc en fait, cette partie d'activité secondaire, elle peut être utile quand vous avez une deuxième activité ou quand vous n'avez pas pu entrer toute votre activité principale dans la première déclaration. Donc du coup là, il faudra également faire attention quand vous catégorisez que vous retrouvez bien le bon valideur. Si vous êtes une activité du greffe, faire attention de ne pas rentrer une deuxième activité qui correspond à l'activité de la CMA ou de la MSA. Donc là, je suis retournée en arrière. Donc tout a bien été rempli. Nous avons toujours les cas à déclarer. Faut choisir dans quel cas vous vous situez et ensuite remplir votre formulaire. Moi, ma présidente, elle a 55% de détention des droits de vote et du capital, mais pas de façon directe. Si c'est direct, c'est-à-dire qu'elle est directement associée dans la société, vous cochez direct. Si elle est associée par l'intermédiaire d'une société, imaginons que ça soit sa société à elle, holding, qui est 100%, imaginons, de ma société Legal to Digital. Donc elle se retrouve également, elle se retrouve à 55% dans le capital de la société Legal to Digital. Donc du coup, elle a 55% de participation dans le capital de Legal to Digital.
par le biais d'une ou plusieurs personnes morales. Donc là, il nous faut un petit peu, je trouve qu'il y a un peu beaucoup de saisie, mais bon, voilà. Donc là, on se retrouve toujours à indiquer, elle a les titres en pleine propriété, elle les a pas en nue propriété. Donc là, maintenant, on remplit le cadre des droits de vote, elle a également 55% des droits de vote par le biais d'une ou plusieurs personnes morales. Donc là, du coup, c'est le global. Là, c'est en pleine propriété. Elle n'est ni usufruitière ni nue propriétaire. Donc, on a finalisé notre saisie. Donc voilà, j'ai bien bénéficiaire effectif. J'en ai pas d'autres. Les autres, ce sont des petits porteurs. Ils ont moins de 25%. Voilà. Hop. Donc du coup, là, je passe dans la partie fiscalité. J'indique mes options fiscales qui ont été préalablement déterminées par le client, son expert comptable, son avocat, etc. Maintenant, j'arrive à la partie pièces à joindre. Donc, je vais joindre les documents nécessaires à la création d'une SAS. Ils sont exactement les mêmes que, que ceux que l'on déposait sur le site d'Infogreffe. Les documents n'ont pas changé depuis la mise en ligne du guichet unique, ils sont exactement les mêmes. Ce qui avait changé, c'était les libellés de choix de documents qui n'étaient pas très pratiques, mais en tous les cas, là, voilà. Donc là, c'est le justificatif du siège social. Donc voilà, donc on va dire que comme c'est le siège social est à l'adresse de ma présidente, j'ai mis un justificatif EDF, une facture de moins de 3 mois, voilà. Donc on continue, le certificat de dépôt des comptes ou attestation de dépôt des comptes. Donc du coup, moi je l'ai mis, je l'ai identifié comme attestation bancaire, mais c'est pareil. Donc du coup, vous voyez que au fur et à mesure, quand on insère des documents, certaines fois, comme nous on les appelle de façon différente, du coup le guichet unique a pris le parti de mettre différents noms, mais qui veulent dire la même chose. Donc moi je pense qu'il faudrait unifier pour pas qu'on se trompe. Mais en tous les cas, voilà, donc on a bien notre attestation de dépôt des fonds. La liste des souscripteurs, moi je l'ai appelé état des souscripteurs, voilà. Je l'inclus ici. Requête au juge commis à la surveillance, documentation, blablabla. Ça, c'est pour les transformations ou les fusions transfrontalières. Il nous a rajouté un certain nombre de documents. Donc moi, je ne suis pas concernée. Donc là, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, attestation de parution ou copie d'insertion dans un journal. Et vous allez voir que quand j'en remplis un, alors mon attestation de parution, voilà, regardez, quand je remplis celui-là, il y a l'autre qui disparaît parce que c'est sensiblement la même chose. On ne va pas fournir les deux non plus. Hein. La pièce d'identité de la présidente. La pièce d'identité de la présidente, elle est là. Voilà. Sa déclaration de non-condamnation. Bon, je ne l'ai pas dans le dossier, donc je mets un faux document, excusez-moi, mais voilà. Le pouvoir, si je suis un mandataire, je mets un pouvoir. Donc là, j'ai fait signer au client un pouvoir pour me permettre de valider la formalité. Et bien sûr, puisque je suis la personne qui va valider la formalité, je suis obligée d'insérer ma pièce d'identité. Donc on considère que c'est la mienne, excusez-moi, je ne l'avais pas prévu. Et voilà, jusque-là, voilà, normalement, moi j'ai tous mes éléments. Non, il manque ma petite attestation de domiciliation puisqu'on est domicilié chez le dirigeant. Mais bon, là, on va faire croire que je l'ai mise. Donc du coup, mon dossier est complet. Donc ici, au niveau des pièces supplémentaires, s'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter et transmettre au greffe, voilà, il y a un certain nombre de documents que le greffe vous permet d'insérer. Le greffe, pardon, le guichet unique, vous voyez, ça c'est des réminiscences de l'époque d'Infogreffe. Donc le guichet unique vous permet d'insérer. Mais là, moi, dans ma saisie, j'ai terminé. Donc je valide les pièces.
Donc voilà, j'ai pas eu de message en rouge ici qui m'indiquait que j'avais oublié des éléments ou mal remplis. Là, on a toujours le cadre observation comme avant, que ce soit dans les formulaires ou dans la saisie infogreffe. Ce cadre observation peut vous permettre d'envoyer des informations au greffe ou aux organismes sociaux. Je ne sais pas, sur une option fiscale, imaginons que vous vouliez une option fiscale particulière qui n'est pas prévue par le guichet unique. Vous pouvez mettre un message. J'ai coché une option fiscale, mais elle ne correspond pas au choix de la société, et indiquer ce que c'est à côté. Ou bien d'autres informations. Si imaginons, je sais pas, vous avez des particularités sur votre dossier, vous les indiquez là. L'adresse de correspondance, c'est bien l'adresse de la société, ce n'est pas l'adresse du mandataire. C'est l'adresse de la société que vous immatriculez. Cette information part aux organismes sociaux. Ça leur permet de contacter la société que l'on vient d'immatriculer. Donc son centre des impôts, son centre des URSSAF, etc. Donc là, vous pouvez indiquer le courriel et le numéro de téléphone. Bon, nous, on n'a pas l'habitude de les remplir. Peut-être qu'à un moment, on changera notre fusil d'épaule, mais ce n'est pas une mention obligatoire, donc voilà. Là, on atterrit sur le récapitulatif. On atterrit sur le récapitulatif, qui n'est pas la synthèse encore, mais le récapitulatif de la formalité, qui nous indique déjà que le dossier part au TCO de Paris, c'est le valideur de notre dossier d'immatriculation. Donc je suis plutôt contente parce que c'est ce que je voulais faire. La société a son siège à Paris et en plus c'est bien une société commerciale à mon sens. Donc voilà, là il y a un certain nombre d'informations. Donc si jamais vous voyez que vous avez commis une erreur sur une saisie, vous avez l'opportunité de retourner sur cette saisie par ces entrées. Donc évidemment, voilà, moi, je considère, j'ai bien tout relu, comme vous avez pu le constater. Je considère que j'ai toutes mes informations qui sont valables, donc je valide le dossier. Et là, je vais me retrouver sur la page qui nous permet de télécharger la fameuse synthèse dont tout le monde parle. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette synthèse que vous pouvez retrouver ici, ou que vous pouvez retrouver aussi ici dans le dossier, cette synthèse est un document qui vous permettra de parler aux organismes sociaux. Donc sur cette page, vous pouvez constater que vous pouvez également télécharger votre document de synthèse que vous voyez apparaître ici à l'écran. Ce document de synthèse est très important parce qu'il vous permet en fait de communiquer avec les administrations, de leur attester en fait que vous avez bien déposé une demande d'immatriculation, si jamais, par exemple, la société n'est pas reconnue aux impôts, ni aux URSSAF ou une autre organisation, un autre organisme social. Donc du coup, cette synthèse est très importante, il faut la conserver. Ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsque le valideur validera votre dossier, que l'immatriculation sera effective au niveau du RCS, par exemple si le valideur est le greffe, une nouvelle synthèse apparaîtra ici à la suite de la première. En fait, c'est toujours la synthèse. Les synthèses, elles vont apparaître les unes après les autres en descendant vers le bas. Et le plus important, ça sera de télécharger cette synthèse qui sera intitulée synthèse de dépôt et synthèse validée. Il y aura et synthèse validée. Donc cette synthèse validée, elle sera très importante à conserver pour deux raisons. La première, c'est parce que lorsque nous allons valider ce dossier, un reçu de paiement va être émis par le guichet unique. Ce reçu de paiement va se transformer en facture lorsque la synthèse validée par le greffe qui se trouvera ici sera émise. Donc il faudra télécharger ce document de synthèse validé plus le reçu de paiement pour rentrer dans votre compta pour pouvoir justifier de votre dépense. Voilà. Et ici, vous avez le document de synthèse des bénéficiaires effectifs qu'il faut également télécharger. Voilà. Et après, vous avez l'ensemble des documents que vous avez saisis. Donc moi, je retourne en arrière parce qu'effectivement, voilà, on va dire que j'ai téléchargé ma synthèse là ou là. Je signe ma formalité. Là, à ce stade-là, je n'ai pas besoin de clé CertiGreffe ou d'autres éléments de signature avancée qui permet de valider le dossier. Ici, c'est une validation sans... Vous avez simplement besoin de payer. Il n'y a aucune solution de signature qui est nécessaire pour valider le dossier. Donc vous voyez là, j'ai même pas, pour vous dire, ma clé CertiGreffe n'est même pas insérée dans mon ordinateur. Donc là, on arrive, je viens de valider le dossier, et là, on arrive automatiquement aux frais auxquels je vais être soumise pour l'immatriculation de la société. Je passe au paiement. Nous avons
2 modes de paiement qui vont s'ouvrir. Donc le mode de paiement par carte bleue, hop là, vous cliquerez ici, le mode de paiement par le compte INPI. Le compte client INPI, c'est le compte sur lequel vous mettez de l'argent afin de pouvoir réaliser un certain nombre de formalités. Il faut avoir au préalable créé votre compte auprès du service comptable de l'INPI. Voilà, donc du coup là on a terminé notre formalité. Il faudrait que je paye et que je vous le montre, mais bon là, comme c'est une fausse formalité et que je suis sur un vrai compte, voilà, donc je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, vous pourrez voir, voilà, on va retourner en arrière dans votre tableau de bord l'état d'avancement du service comptable de l'INPI. Voilà, donc du coup là, on a terminé notre formalité. Il faudrait que je paye et que je vous le montre, mais bon là, comme c'est une fausse formalité et que je suis sur un vrai compte, voilà, donc je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, vous pourrez voir, voilà, on va retourner en arrière dans votre tableau de bord l'état d'avancement du dossier. Là, vous voyez que voilà, elle est encore en attente de paiement. Donc du coup, forcément, je me retrouve au stade de formalité en attente de paiement, mais vous verrez évoluer votre formalité lorsque vous aurez payé et lorsque le valideur, elle sera transmise au valideur et que le valideur aura rejeté, validé, etc. votre formalité. Et là, si vous n'avez toujours pas validé le dossier, je dis bien validé, vous pouvez rentrer et modifier la saisie. Sauf que moi, je l'ai validé. Donc du coup, je ne peux plus rentrer dans la saisie, je peux seulement télécharger mes documents et finaliser le paiement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce dossier, je vous conseille de télécharger les synthèses au fur et à mesure parce que l'INPI est en train de réfléchir au délai pendant lequel les synthèses vont rester sur le guichet unique. Donc en fait, toutes les saisies qui sont réalisées sur le guichet unique, au bout d'un certain délai, comme sur Infogreffe, risquent de disparaître. Donc on ne sait pas encore si ça sera 1 an ou 2 ans, mais en tous les cas, téléchargez régulièrement vos reçus de paiement qui valent facture et vos synthèses validées, puis vos synthèses aussi de saisie, au cas où il y aura un souci à un moment ou à un autre. Voilà. Voilà, notre saisie est terminée. J'espère qu'elle aura pu vous aider à faire la vôtre et que votre SAS va bientôt voir le jour. Vous pouvez me suivre si vous le souhaitez sur la chaîne YouTube Legal to Digital et également vous pouvez communiquer avec moi sur notre compte LinkedIn Legal to Digital. Je répondrai avec plaisir à vos questions ou si vous avez d'autres idées ou des demandes de saisie, je pourrai voir ce que je peux faire. Voilà, à bientôt.